parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes
pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci. Messieurs, dames, bien le bonjour, chers amis, 16h45 pile poil, une arrivée au poil. Voilà, en témoigne d'ailleurs cette nouvelle coiffure, on est sur du classique, on est sur du basique, on embrasse Ruben, évidemment, mon coiffeur, hein. J'avais envie de commencer avec cette info capillaire, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, voilà, que vous êtes détendu dans ce monde, ça y est, dominé par Donald Trump, où tout va beaucoup mieux. Vous avez vu? C'est pareil, mais c'est mieux. C'est quand même mieux. Donc voilà. J'espère que tout le monde va bien, les copains, dans cette nouvelle semaine où le mois de janvier touche déjà quasiment à sa fin. Putain, ça va à une vitesse, hein. On est quasiment en 2026, en vérité. On est plus à une vache près. On est vraiment plus à une vache près, les amis. Donc, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un beau programme. On a pas mal de choses. Voilà, Anarchy08 qui nous dit le poil est soyeux, la truffe et moi, on est bon, effectivement. Je suis au top. J'ai une pomme en cas de fringale. On est là, tout va bien. Il y a une pomme, il y a des ressources, il y a de l'eau. Voilà, on est bien, les amis. Voilà. Stealth5 qui dit donc on dit définitivement adieu aux chemises bleues. Pas du tout, regarde. La botte secrète, c'est que c'est en dessous, en fait. C'est le principe finalement de ce qu'on appelle un pull, hein, qu'on met au-dessus. Parce que je sais que voilà, ces sujets-là vous interpellent, vous intéressent, et on n'a pas peur sur Juste Milieu de parler des vrais sujets, des sujets qui engagent la France. Voilà, c'est très important. Alors, les copains, merci à Kundune73 pour le sub 17e mois déjà. Merci à tous
Les amis, aujourd'hui, on a pas mal de choses. On a encore du Elon Musk, hein, j'avais quelques petites réflexions à vous partager. Évidemment, on en parle, on en reparle, c'est le sujet du moment. On va parler de la Légion d'honneur. J'avais un petit coup de gueule d'après un article du Parisien ce matin. Je voulais quand même vous parler de ça. Et puis le gros morceau de la vidéo, je vous l'avais promis depuis la semaine dernière. Donc là, ça y est, on y est. L'affaire, enfin le duel, le match, the game, Candace Owens et le couple Macron. On va remonter tout ça comme d'habitude, hein, vous savez, vous connaissez la maison, le sujet est très chaud, a été très chaud, surtout il y a une dizaine de jours environ, et vous connaissez la maison, j'aime bien prendre le temps. Le temps, pas réfléchir à chaud, pas vous faire des analyses qui valent pas grand-chose. Déjà que c'est pas le Brésil de manière générale, mais quand on peut être prudent, quand on peut prendre du temps, voilà, c'est important. C'est important. Les amis, voilà. Y a Franco-Arménien qui dit arrête ton régime, Dimitri, t'as les joues qui se creusent, mais pas du tout. Si seulement, camarade. Je suis encore couané comme un cochon. Je pense que c'est les cheveux. Ça me fait moins une gueule ronde. Mais je suis quand même. Je suis quand même un sac à merde, on va le dire très franchement. Donc voilà, les amis, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de parler de moi, parler de mon corps, qui est un sujet numéro un. Effectivement, je comprends les amis. On papote dans le chat un petit peu. Oh, avant tout, on papote. Il y a le Geeks qui dit splendide interview d'Idriss au crayon. Non, alors oui. Alors j'ai écouté sur la route du retour d'Aix-en-Provence, pour tout vous dire. J'écoute un peu des trucs pour rattraper les vidéos YouTube, être connecté. J'essaie d'être branché, de regarder les réseaux comme les jeunes. Et oui, non, Idriss Aberkan, très bien, on embrasse. J'ai bien aimé plein de points, mais bon, après voilà, c'est vrai que le crayon, ça reste du standard. On les embrasse aussi, mais voilà, le crayon, Hugo Décrypte, voilà, c'est bien, il en faut pour tous les goûts, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression du camarade Valran, qu'on salue, hein, qui d'ailleurs m'avait gentiment reçu à une époque pour faire un débat face à Monsieur Beaune, Monsieur Clément Beaune, qui était ministre à l'époque. Mais c'est vrai que, bon, comment dire, je pense qu'ils ont dû manquer de sucre dans l'équipe du crayon quand ils ont entendu certaines choses avancées par Idriss Aberkan. Mais il faut leur tirer le coup de chapeau, parce que je fais quelques blagues et tout ça, mais je trouve que le crayon a été très propre. Enfin, l'équipe du crayon qu'on salue, ils ont été vraiment très carrés, très propres dans l'approche, parce que quand Aberkan mettait en avant certains éléments, certaines choses, ils ont mis les captures d'écran des articles dont il parlait. Donc le montage est top, le montage est franc et honnête par rapport à ce que dit Aberkan, dans la mesure où la plupart de ce qu'il dit est sourcé, donc ils ont mis les sources à l'écran pour bien montrer que ça n'était pas un affabulateur sur bien des sujets. Donc bravo à eux, non, bravo à eux, ils font un bon boulot, donc c'est bien, voilà, il y a de bonnes bêtes sous tout poil, voilà, c'est tout, ça fait plaisir. Après, je suis toujours un petit peu grognon sur le fait qu'ils aient fait une levée de fonds d'1 million d'euros, si je dis pas de conneries, qu'on ait retrouvé parmi les investisseurs Xavier Niel ou Pierre-Édouard Stérin, donc si vous voulez, des milliardaires qui mettent du pognon dans les médias. Pour moi, c'est une forme de baiser du diable, hein, de pacte faustien, mais chacun il voit ce qu'il veut, et puis c'est que mon avis, puis on s'en bat les couilles de mon avis. Voilà, non mais je le dis, au bout d'un moment, faut pousser les coups de gueule, j'en ai marre, on en a rien à foutre de ce que je dis, je sais même pas ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites là techniquement? Voilà, tout le monde est là à dire, ah, écoutez, moi j'ai la vérité, moi je suis en train de vous expliquer que je dis n'importe quoi, hein. Je dis tellement n'importe quoi, j'en ai fait un spectacle. Donc, tu vois, je ne suis pas crédible, mais vraiment, même moi je m'écoute, je me crois pas. Je m'écoute, je me dis non, c'est pas vrai. Je m'auto-fact-check. Ça existe, ça? Ça n'existe pas. Quand je parle, je m'insulte moi-même de fake news. Donc, je sais pas ce que vous faites là. Je sais pas, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Le plus taré dans l'équipe, c'est sûrement pas moi. Hein, je vous le dis. Je vous le dis, les amis. Mais voilà, non, mais je plaisante. Et donc voilà, les copains. Alors il y a Stratus13 qui m'a grillé, qui dit c'est vrai ça, c'est quand la collab avec Idriss qui a spoil ce matin. C'est vrai qu'il n'est pas impossible qu'on papote avec Monsieur Aberkan d'ici la fin de la semaine. Il n'est pas impossible. Ouais. Non, c'est vrai. Non, je suis content. Il y a un truc qui se met en place et j'espère que ça va être une belle vidéo. Ça va être un bel échange. Et j'ai hâte, en vérité, c'est toujours sympathique. J'aime bien ce monsieur. Voilà. Et je ne savais pas qu'il avait dit ce matin dans les matinales. Je savais qu'il est passé chez Monsieur Berkov, chez Madame Toxin. J'ai envie de l'appeler Madame Toxin. Clémence Oudiakova, qu'on embrasse. Et Alexis, je crois aussi. C'est la tournée des popotes. Voilà, donc ça va être bien, ça va être très très bien. Les amis, je prends encore vos messages, on papote, on a le temps aujourd'hui. Hier, je suis parti un petit peu vite, mais là, je suis
Là, je suis à vous, là. Mon corps est à vous. Gaëtan Seguin 38, que j'embrasse, qui dit salut. Sinon, Rémi, ça s'est arrangé avec Morio. Mais en fait, ça s'est ni dérangé, ça s'est ni arrangé. En fait, comme je l'ai dit, on en avait reparlé au retour des vacances. Là-dessus, je veux surtout pas qu'il y ait de malentendus, qu'il y ait de suppositions, de clash ou de je sais pas quoi. Mais je suis pas une cagole d'influenceuse. Monsieur Morio non plus. Voilà, on n'est pas d'accord sur certains sujets. On s'est pris le bec, il y a eu un échange pendant les vacances. Pourtant, j'étais en vacances, j'étais bien, putain. Je mangeais des crêpes, je buvais de la bière. Qu'est-ce que je suis allé que suis-je allé faire dans cette galère? Et j'ai eu le malheur, alors, on en a déjà parlé, on y revient hein, si vous voulez. C'était sur l'histoire de Monsieur Geoffroy Lejeune qui avait fait marche arrière, qui avait expliqué sur le plateau de TV Liberté que pendant le Covid, le pauvre, il pouvait rien dire parce que sinon c'était compliqué, il risquait des choses, il pouvait rien dire sur le Covid, sur l'injection Covid, des choses comme ça, et que c'était terrible de pouvoir rien dire alors qu'il avait envie de dire plein de trucs. Et je trouve que moi, c'est d'une lâcheté assez confondante, ce qui ne qualifie pas un homme, on est d'accord, cette déclaration est lâche. Je ne vous dis pas que Geoffroy Lejeune est lâche, mais cette déclaration caractérise un comportement qui a été lâche et qui visiblement l'est encore en voulant jouer comme ça un résistant de 1946. Et c'est vrai que, bon, avec Éric Morillo, on s'est pris le bec, il n'était pas d'accord. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a eu un peu des attaques ad hominem, c'est ce qui m'a pas trop plu. Mais c'est pas grave, on a le droit d'être en désaccord. Et vous le savez, je milite pour ça. C'est pas parce qu'on est de la même équipe, supposément, en tout cas dans les médias alternatifs, on va dire, dans le même groupe des médias alternatifs, c'est pas parce qu'on est dans le même groupe qu'on doit forcément être super copains et être d'accord sur tout. Donc c'est très bien. Tant que ça reste dans les règles du beau jeu, tant que ça reste dans les règles du fair play, moi ça me va très bien, il n'y a aucun problème. Donc il n'y a absolument pas de clash, de je sais pas quoi. Chacun fait ce qu'il veut dans sa boutique et ça va très bien. Voilà. Moi, je suis un gentil, moi, tu sais. Oh, rien à foutre de tout ça, moi. C'est voilà, voilà. Après le jeune, Madame Kelly aussi, Christine Kelly, parce qu'ils ont eu ce genre de position, je leur pisse au cul, hein, parce que c'est trop facile en fait de dire on n'a pas fait notre boulot, mais désolé, on a été des merdes, mais on n'avait pas le choix. Un homme, ça s'empêche. Voilà, disait Sartre. Si je dis pas de conneries. Donc voilà, ils se sont pas empêchés de grand chose, et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Mais bon, bref, on va pas refaire le débat. On en a déjà pas mal parlé, mais si vous avez envie qu'on en parle, on en parle. Alors, on va dans les sujets. Il y a Anarchy08, il a pas envie qu'on perde du temps, il veut tout de suite quand même dans la bagarre. Il dit t'as remarqué que l'histoire autour du salut de Musk est tellement sortie de son contexte que même Tristan Mendes France l'a défendu, c'est dire à quel point c'est délirant. Alors, j'ai pas vu que TMF, quand on a envie de l'appeler, Tristan Mendes France, ou Taxe mon fric. C'est possible, hein, si tu sais pas. Et alors, effectivement, on va aller sur son compte, on va regarder ça. Je savais même pas, camarade. Je savais même pas. Alors, c'est vrai, alors, le sujet Morillo, ça vous fait parler, les copains. Bayard 92 qui dit Morillo commence à faire de la merde avec son émission Dieudonné à Attal. Bah, de toute façon, un débat avec Bruno Attal, si vous voulez, c'est comme un dry January à grands coups de vodka. Ça sert à rien, en fait. Non, mais Bruno Attal, une fois de plus, alors si vous voulez, on parle de ça. C'est vrai qu'on parle de tout, on est entre nous. Merci à Yahi62 pour le subprime 11e mois. Bruno Attal, c'est pas le monsieur, si vous voulez. Je le connais pas, ce brave homme. J'en sais rien. Puis je m'en fous. Mais c'est une trompette. Enfin, en termes de débat, c'est une trompette. C'est pas méchant, mais voilà, je me considère pas bon. Je pense que je suis aussi une trompette en débat. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est pas mon métier, c'est pas mon activité. C'est pas là que sont mes compétences. Si un jour on me propose d'en faire, je le ferai. Il y a pas de souci. Mais je me considère pas bon. Bon, bah Bruno Attal, faudrait peut-être aussi qu'il fasse œuvre comme ça de modestie par rapport à ça. C'est une pompe à vélo. Et c'est pas méchant, mais Dieudonné aussi. En vérité, Dieudonné, c'est un humoriste que j'adore sur scène, que j'aime moins sur des positions qu'il a à côté, voire que je déteste sur certaines positions, mais c'est pas un débatteur. Donc, si vous voulez, bon, voilà, je comprends l'intérêt de faire du clic et on est tous là pour ça, il n'y a pas de problème, et moi aussi. Donc, il n'y a aucun problème. Mais je vois pas l'intérêt, quoi. Bon, voilà, et puis effectivement, le débat, je l'ai regardé quand même par acquis de conscience pour savoir de quoi je parlais. Bon, bah, c'est ni fait ni à faire. Et c'est dommage parce qu'on parle de sujets sérieux. Et bon, voilà, moi déjà, j'avais pas aimé le débat Bruno Attal, Michel Collomb, même s'il faut reconnaître une fois de plus, hein, Éric Morillo, le mérite d'inviter Michel Collomb.
qui est un mec hautement brillant, investigation, et qui fait un boulot extraordinaire, qu'on avait eu la chance d'avoir sur Juste Milieu, et que j'aimerais vraiment réinviter à nouveau. Mais voilà, Éric Morillo les invite, et invite notamment Michel Collomb. Donc ça, c'est déjà très bien. Pour moi, voilà, ça, c'est le plus important. Après, la tenue du débat, c'est autre chose. Mais Bruno Attal, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, on est dans une position, en fait, d'émotion. C'est ça qui est un petit peu gênant. C'est que devant Bruno Attal, vous ne pouvez, j'ai l'impression, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas débattre en occultant l'émotion, en acceptant que ces sujets-là, malgré leur dureté, malgré la complexité d'y réfléchir, Bruno Attal, c'est quelqu'un à qui vous allez dire, écoutez, il y a des gens en Israël qui sont des méchants. Il va vous dire, oui, mais attention, c'est quand même un petit peu... Est-ce que vous prenez pas la défense du Hamas? C'est un éternel jeu de rhétorique à 2 balles, si vous voulez, donc qui n'a aucun intérêt, qui n'a absolument aucun intérêt. Donc, bon, bah, ça n'a pas de tenue, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et Michel Collomb est bien trop brillant pour débattre face à quelqu'un comme Bruno Attal. Et qu'on soit bien d'accord, c'est pas une question de position. Je pense juste que pour défendre Israël et pour défendre des positions qui sont sionistes, hein, je pense, en tout cas des positions pro-Israël, à minima, je pense qu'il y a des gens bien plus qualifiés que Bruno Attal. Et c'est toujours un peu le même raisonnement. C'est pas une attaque ad hominem. Ce monsieur, je lui veux ni du bien ni du mal. Je le connais pas. Il est sûrement sympathique. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que si j'étais pro-israélien, si j'étais d'accord avec Bruno Attal, ça m'embêterait qu'on l'envoie lui pour me représenter. C'est juste ça, en fait. C'est juste de considérer que ces débats nuisent au monde des idées, ça c'est une chose, mais ils nuisent aussi aux gens qui prennent parti d'un camp comme de l'autre, qu'importe. Et c'est vraiment ça que je trouve dommage. C'est pas pour regarder la vidéo, personne vous oblige à la regarder ou pas, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que malheureusement, même les gens qui pensent comme Bruno Attal, à mon avis, sont défendus à regret par ce genre de bonhomme. C'est comme l'imam Chalgoumi. Mais si vous voulez, moi, si je suis musulman et que j'en ai marre que dans les médias on raconte des conneries sur ce que je pense, envoyer l'imam Chalgoumi, honnêtement, ça me fait chier, quoi. Donc, ou les féministes avec des gens comme Sandrine Rousseau, Alice Coffin ou quoi. C'est intéressant parce que j'ai l'impression, c'était pas du tout le sujet de l'émission, mais c'est pas grave, on papote. Plus les sujets sont importants, plus les représentants sont des pompes à vélo dans les médias français. Je trouve ça assez extraordinaire, en fait. C'est que vraiment, le féminisme, qui est une cause très importante, l'égalité femmes-hommes, putain, les femmes qu'on envoie pour représenter les autres femmes, c'est vraiment des pompes, quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Israël, c'est pareil. Les musulmans, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait faire un référendum. Les musulmans français, enfin les Français musulmans, ils votent pour choisir leurs représentants. Parce que Chalgoumi, on n'en peut plus. Ça me fait penser, je résiste pas au plaisir de vous partager le sketch du conte de Boudherbala sur l'imam Chalgoumi, qui a crevé de rire. On embrasse évidemment le conte de Boudherbala, qui est super. Et qui fait tout un truc sur lui. Je vous montre la petite séquence. Allez voir sur sa chaîne YouTube. Il est en tournée en plus un peu de partout. Allez voir sur son compte YouTube, le compte de Boudherbala. Laissez-moi vous montrer comment créer la chambre de vos rêves avec Béliani. En ce moment, pour les soldes d'hiver, jusqu'à moins... On se la met pour le plaisir, pour ceux qui ne verraient pas qui est le boulot du compte de Boudherbala, qui est super. Et évidemment, en parodie de l'imam Chalgoumi, on pense aussi à Malik Bentala, qui avait été énorme, on l'a déjà montré dans le Juste Bistrot. Alors les amis, on y va sur les sujets du jour. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que on est sérieux, on est chez Juste Milieu, on a un programme, j'ai un fil, moi, c'est sérieux, c'est la radio, c'est professionnel. Donc Elon Musk, oh putain, il est nazi, et apparemment être nazi, c'est grave maintenant. Moi je ne sais plus, moi j'ai fait la petite blague sur les réseaux sociaux ce matin pour ceux qui l'ont vu. Moi, j'en étais resté à la jurisprudence Azov, que en fait, tu peux être néo-nazi si t'es ukrainien, que ça allait, que t'étais controversé. Tu vois, on pouvait applaudir un ancien Waffen-SS au Parlement canadien. Ça, c'était bien. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais apparemment, la jurisprudence n'est plus d'actualité, semble-t-il. Et là, en fait, t'as plus le droit, finalement. T'as plus le droit. Et c'est Elon Musk. Alors, je vais vous montrer la vidéo parce que c'est vrai que, bon, chacun y met son interprétation, mais le geste est quand même pas malin. Hein. On va bien se mettre d'accord. Je cherche la vidéo parce que la photo est de partout désormais. Voilà, elle est là. Tac. Thank you for making it happen. Thank you.
My heart goes out to you. Voilà, bon, c'est pas malin, hein, on va pas se mentir, mais après, voilà, il y a l'explication qui semble s'imposer, c'est effectivement, il dit derrière « My heart is going to you », qui veut dire « Mon cœur va vers vous ». Donc, il mime un peu, si tu veux, le côté « le cœur se tire ». Je vais pas le refaire, parce que sinon, demain, je fais la une de Libé. Enfin, la une... Non, même pas, en fait, je fais les petites annonces, quoi. Mais, donc, et voilà, bon. Évidemment que le geste est pas malin, mais... ce qui est fou, et donc je l'apprends dans le chat, hein, le camarade qui l'a dit tout à l'heure dans le chat, apparemment même Tristan Mendes France a réagi. Donc je veux dire, on va regarder ce que disent les fact-checkers, la boussole de la vérité, pour vous dire à quel point tout ça est monté en épingle une fois de plus. Je vous lis ce que nous dit Tristan, je découvre avec vous. Je reviens sur cette séquence. J'ai entendu les critiques sérieuses. Est-ce que le geste de Musk est formellement un salut nazi facho? Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'il a dans la tête quand il le fait? C'est invérifiable. Mon erreur a été de questionner ses motivations. Or, ça n'a pas de sens ni d'intérêt. Il a une empreinte fascisante et conspi indéniable. Ce geste a évidemment excité les nazions de la planète. Le fait politique est là. Me reste une impression trouble que j'aurais dû garder pour moi. Je retire donc le post ci-dessous. Ah oui, pardon. Ah oui, en fait, il s'est auto-fact-checké à la tuile. Au début, il avait écrit « Attention à l'emballement sur le supposé salut fasciste de Musk. La séquence entière semble le montrer en train d'envoyer des cœurs, ce qu'il dit juste après. Évitons de donner aux désinformateurs l'occasion de nous corriger. » En fait, je découvre en direct avec vous que le mec avait fait un boulot honnête et finalement il s'est dit merde, mais en fait je suis un connard au départ. Excusez-moi. Évidemment, Musk est un nazi, sa grand-mère est une pute. Oh non, bah non, là il a pas écrit parce que t'as pas le droit. Mais non, mais complètement fou. Voilà, je découvre avec vous l'histoire, les amis, mais vous voyez, enfin, le réel est comique. C'est-à-dire que le mec, tu sais, ça l'a échappé en fait, ça lui a échappé. Il a fait un travail un peu honnête en disant pas d'emballement, on sait pas ce qu'il a dans la tête. Oh merde, putain, non, attends, je fais un travail sérieux. C'est fou, c'est caricatural. Mais vraiment, mais c'est fou. Je découvre avec vous, c'est assez rigolo. Donc en fait, voilà, l'ami Tristan Mendes France hein, nous facilite le travail parce que il nous explique, si vous voulez, il nous résume ce que j'allais vous dire, les amis, c'est que il y a vraiment cette impression de retour vers le futur. C'est-à-dire que, rappelez-vous, les bonnes années avec l'arrivée de Trump au pouvoir en 2017, où les médias allaient chercher la petite bête, enfin, vraiment on radote, hein, parce qu'on l'a déjà dit 1000 fois, hein, mais les médias allaient chercher la moindre petite bête. Ouh là là, Trump, il est décoiffé. N'est-ce pas le signe d'un cancer avancé? Quoi? Mais en fait, il a juste la moumoute qui... Enfin bref. Trump a trébuché dans les marches de Air Force One. Est-il sidatique? Putain, attends, mais comment par rapport à un marchepied? Comment vous avez vu sur une photo? Comment vous êtes médecin et tout? Et après, quand Biden se cassait la gueule quelques années après, il disait non, bah oh, n'est-ce pas une marche un petit peu pro-Hamas, voire pro-Poutine? Les escaliers du Hamas, faut-il en parler? Tu vois, enfin. Tu sais, ça devenait des trucs où le même fait, rigoureusement le même fait, était traité de manière complètement différente. Donc, ça revient en fait, c'est-à-dire l'acharnement médiatique où on nous ressort la salade, on nous ressort au moindre faux pas, à la moindre séquence qui peut être interprétée. On revient avec, voilà, là, vous avez vu le salut nazi d'Elon Musk, tout le monde en parle, ça y est, enfin, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est assez sidérant. Alors, évidemment que c'est pas malin de la part de Musk. Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que, voilà, enfin... Est-ce qu'il est con? Est-ce qu'il n'a pas capté le truc? J'ai même vu, mais en fait, pour moi, les arguments sont ridicules de tous les côtés. C'est ce qui est intéressant. J'ai même vu des pro-Musk qui expliquaient, ouais, non, mais en fait, peut-être que c'est parce qu'il est autiste. Des deux côtés, en fait, c'est assez ridicule. Des deux côtés. Alors, il y a juste Telf 5, parce que ça me gonfle, et tu le sais, camarade. En plus, je suis de bonne humeur et tout. Qui dit, bon, tu avances, on le sait, ce sont des pompes à vélo. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Voilà, ça, je te le dis. Moi, tu sais, comme je gère le Juste Bistrot, je suis pas un influenceur et tout. Quand il y a des trucs qui me cassent les couilles, ça me casse les couilles, tu vois. Je suis pas ta catin, Jaja, comme disait Aya Nakamura. Donc, en fait, on dit pas, bon, tu avances.
C'est pas ça. Si t'es pas content, tu te sauves. C'est le plus important. Je veux pas mettre une mauvaise ambiance. Mais ça se dit pas en vérité. Je fais mon émission comme je veux. Si je veux faire 3h30 là-dessus, et en plus tu le sais, Stealth 5, t'es un fidèle parmi les fidèles. Donc détends-toi le bulbe. C'est très important. Voilà. Ça me gonfle par-dessus tout. Tu vois. Je fais un truc humain, on se comporte comme des humains. Dans la vraie vie, tu dis à personne, bon, tu avances. Voilà. Donc juste, voilà. Il y a mon côté Pascal le grand frère au Super Nanny qui remonte, mais juste soyons quand même d'accord. Ouais, Malinx le 974 qui dit à Brèche frère, c'est ça, le mec qui avait percé avec ça. Mais donc non, sur cette séquence, et je vais évidemment prendre le temps, sur cette séquence, je trouve ça assez intéressant en fait de voir qu'on revient à cet emballement médiatique qui avait été silencieux sur tant de choses au moment Biden, et là avec Trump ça revient, sauf qu'ils sont cramés, ils sont cramés de partout, ils n'ont plus aucune crédibilité. La marche arrière de Tristan Mendes France, elle est passionnante, parce que c'est ce qu'elle nous explique. Au fond, je suis persuadé que ces gens-là sont conscients qu'ils disent des conneries, sont conscients que leurs réactions ne sont pas honnêtes. Je veux dire, et vous l'avez vu comme moi, hein, les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, des instants arrêtés, regardez par exemple, où on voit plein de gens, hein, Myriam Palomba qui a partagé et qu'on salue, on voit plein de gens comme Macron qui font ce qui s'apparente à un salut nazi. Je veux dire. Donc c'est vraiment mais le ridicule des médias qui n'ont plus que ça à faire et à dire. Là où, quand on allait applaudir un Waffen-SS au Parlement canadien, il n'y avait aucun problème. Quand on applaudit le bataillon Azov, qui est un bataillon néo-nazi assumé, il n'y a aucun problème. Donc c'est là où, ce qui est fou, et pour finir là-dessus, et ce qui me fait le plus peur, c'est qu'en fait, à se toucher sur des histoires de néo-nazisme comme ça, de nazisme supposé, avoir du nazisme partout. Parce qu'aujourd'hui, il faut imaginer qu'un fact-checker, il va chez McDo, ses frites sont froides, le restaurateur devient Goebbels. Il faut être conscient de ça. C'est-à-dire, il y a du nazisme partout. Rudi Reichstadt, il se gare dans un parking en sous-sol, on lui raye sa bagnole, c'est le retour du Troisième Reich. Je veux dire, on en est là. Hein. C'est vraiment le prétendre lutter contre le nazisme ou le fascisme, hein, vous mettez le mot valise que vous voulez, prétendre lutter en ne se rendant même pas compte qu'on le minimise. Tu sais, en faisant du nazisme un micro-phénomène. Ou en fait, n'importe quel pimpin qui fait un bras un peu trop tendu, on va dire, ah ouais, mais en fait, c'est ça le nazisme. Tu vois, c'est ça. Mais de quoi vous parlez? Je veux dire, on minimise l'un des plus grands drames de l'histoire humaine, et aujourd'hui on en voit partout. Donc en fait ça n'a plus aucun sens. Et le jour où on va avoir un vrai nazisme qui va pointer le bout de son nez, ou en l'occurrence un vrai néo-nazisme, comme le bataillon Azov, là il n'y aura plus rien. C'est l'histoire de Pierre et le Loup. Je veux dire, de toute façon il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a vraiment rien d'original dans ce que je vous dis. Mais c'est là où, si on était un petit peu taquin, si on faisait de la rhétorique un peu fastoche, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les accélérateurs du nazisme sont ceux qui le minimisent en le voyant partout. Parce que le jour où le nazisme est partout, c'est qu'il est nulle part. C'est qu'au fond, c'est devenu un standard, c'est devenu une donnée standard. Et c'est là où je fais un peu on est d'accord, c'est de la rhétorique à 2 balles. Hein. D'ailleurs, c'est ce que font les fact-checkers. Mais si on était un petit peu taquin, on pourrait dire, mais attendez. Avoir du nazisme partout, c'est-à-dire que vous le normalisez. Donc, est-ce que c'est pas ça, une attitude précisément néo-nazi, que d'estimer que le nazisme est tellement partout qu'on le voit dans le moindre geste, dans ce que vous voulez. Enfin bref, vous avez compris un petit peu le renversement. C'est absurde, c'est absurde. Parce que le jour où on va avoir vraiment des néo-nazis qui voudront faire la peau de tous les juifs, on va dire, mais attendez, du coup, entre eux et le geste malheureux d'Elon Musk, du coup, c'est pareil. Et les gens n'auront plus peur, parce que vous aurez tellement alerté sur des choses inutiles et sans danger réel que vous n'arriverez plus à mobiliser les gens quand il y aura une réelle menace. C'est l'histoire de Pierre et le Loup, on ne va pas faire 3 heures là-dessus. Donc c'est évidemment absurde, d'autant plus quand on a parlé, il y a quelques semaines dans le Juste Bistrot avant les vacances, des gens que l'on retrouvait aux manettes dans l'état-major de Trump, qui étaient des sionistes convaincus. On pense à M. Wittkopf, par exemple, qui ont été nommés sur des missions géopolitiques, des missions diplomatiques, qui sont des sionistes convaincus. Donc je veux dire, un travail sérieux de 4 minutes prouve à n'importe quelle personne qui prétend être le Jean Moulin de Twitter qu'en vérité, si Musk était nazi,
il ferait pas grand-chose dans un gouvernement où on retrouve quand même des sionistes aguerris. Donc c'est évidemment débile. C'est évidemment débile. Mais bon, c'est important quand même de faire un petit salut à ça, sans mauvais jeu de mots, un petit salut à cette débilité. Pour continuer sur Musk, je vous partage une petite réflexion que j'ai eue dans la douche, parce que j'essaie d'être propre, c'est important. Vous avez vu donc X, on en a parlé, la marche arrière, Marine Tondelier qui est l'incarnation, voilà, de « je m'en vais, retenez-moi, allez, retenez-moi, bon, je reste ». Mais je partagerai d'abord sur Blue Sky. Ah d'accord, bon ça va. Donc, bon, voilà, c'est... Non, moi j'aime bien Marine Tondelier, c'est une vraie écolo, parce qu'elle nous prouve que même la connerie est recyclable, donc ça c'est important. Bon, c'est symbolique, on va pas passer 3 heures là-dessus, mais je me suis fait une petite réflexion, je vous la partage, c'est le Juste Bistrot, on papote, vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant du côté progressiste, je dis plus gauche, maintenant je leur dirai dans beaucoup d'émissions les amis, le gauche-droite, je pense qu'il faut arrêter avec ça, parce que ça n'a plus aucun sens, et j'ai peur de contribuer en fait à tromper les gens dans l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de parler d'extrême gauche, d'extrême droite. On peut parler de souverainistes, on peut parler de pro-européens, on peut parler de progressistes, de conservateurs. Mais bon, je veux dire, entre Marine Tondelier et Jean Jaurès, sincèrement, il y a le même boulevard qu'entre moi et des abdominaux. Donc, c'est pas sérieux, en fait, de dire que c'est la même chose. Donc, je le répéterai, mais sachez que maintenant, je préfère parler comme ça pour essayer d'être un petit peu plus rigoureux. Donc, du côté des progressistes qui viennent chialer sur Twitter... parce qu'on ne sait pas en vérité. Parce que Twitter est tellement une plateforme de censure qui favorise l'extrême droite qu'ils ont toujours été là, ils sont toujours là, et certains vont rester là. Donc voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que la réflexion que je me suis faite, les progressistes disent oui, mais c'est scandaleux parce qu'en fait Twitter c'est l'entre-soi des conservateurs, l'entre-soi de l'extrême droite, les nazis, et puis les gens qui souffrent des genoux. Mais qu'est-ce que faisaient les progressistes avec leur fameux safe place, leur fameuse safe places, si on accorde. C'est-à-dire que les progressistes nous ont inventé ce concept où en fait il fallait créer des places sécuritaires, je ne sais pas comment on peut dire en français, je ne sais pas comment on traduit cette merde, où en fait les noirs restaient avec les noirs, les femmes avec les femmes, les asiatiques avec les asiatiques, les je sais pas quoi avec les je sais pas quoi. Alors les blancs avec les blancs, non, parce que voilà, ça aurait été raciste, mais ça marche pour tout le monde, sauf les hommes et les blancs. Et si t'es homme blanc, bon voilà... Voilà, t'as pas une quine dans le loto. Et donc c'est intéressant parce qu'en vérité, les progressistes applaudissent des deux mains sur la notion de safe place et le refusent à une supposée extrême droite qui ferait de Twitter une safe place. Et à la rigueur, si on suit le raisonnement des progressistes qui se tirent de Twitter, ben c'est très bien, ils sont en train de créer une safe place sans progressistes, comme quoi tout le monde a le droit. Donc à la rigueur, si on suit leur raisonnement, si les progressistes sont tellement attentifs au bien-être de tous les humains et que les progressistes veulent créer des safe places pour tout le monde, eh ben, en partant, ils créent une safe place pour l'extrême droite. Donc ils respectent ce bien-être de l'extrême droite, ce qui au moins les rend cohérents. Donc pourquoi pas? Et c'est ce qui me plaît. Donc je me suis posé la question, alors on réfléchit sur des trucs voilà, qui démontrent un peu toute la supercherie de notre époque, mais je trouvais ça plutôt chouette. Dites-moi dans le chat, les copains, ce que vous en pensez voilà, par rapport à ça. Les amis, voilà. Flatipus qui dit, perso, j'ai la même vision que Patrick Guilluy, gagnant du mondialisme versus perdant du mondialisme. Alors, Patrick Guilluy, je ne sais pas qui c'est, mais Christophe Guilluy, oui. Et là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Mais ça lui irait très bien, Patrick. Je suis plutôt d'accord. Isa Tricotte qui dit, vous avez parlé de l'investiture. Bon, l'investiture, pour l'instant, on en a parlé un petit peu hier. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Moi, si vous voulez, j'attends un peu les actes. Si vous voulez, on peut commenter. Bon, bah voilà, il y avait machin, il y avait bidule. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est plutôt... T'inquiète, Flatipus, pas de problème. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt la présence de Bernard Arnault, qui est l'un des seuls représentants français. Il n'y avait pas Macron, il y avait Bernard Arnault, ce qui envoie un message assez intéressant. Ça, je l'ai trouvé symboliquement assez... Enfin, j'ai trouvé voilà, le symbole assez chouette. Et puis, non, il y a eu une petite révélation. Vous avez vu, Sarah Knafo, là, Éric Zemmour était présent à l'investiture. Zemmour, il a mis un costume. J'ai pouffé de rire comme un imbécile tout à l'heure. Regardez-le comme il est. Vraiment le James Bond de Vinted. J'ai trouvé ça assez extraordinaire.
mais on a appris donc sur le média Frontière un certain je sais pas qui a expliqué ceci, parce que Zemmour et Knafo ont sorti les trompettes en disant on est invité, on va là-bas, c'est super. Bon bah apparemment la réalité est un peu différente. Il ne faut pas se laisser avoir par les affabulations de certains politiques français qui s'affirment et qui se prétendent invités par Donald Trump. À ma connaissance, aucun politique français n'a été effectivement invité par Donald Trump. Donc ce sont des gens qui vont à Washington, qui vont prendre des photos, qui vont chercher à se mettre en scène. Aujourd'hui, l'homme fort de l'Europe, c'est une femme, c'est Giorgia Meloni. Et en ce qui concerne la France, Donald Trump est quelqu'un de pragmatique. Il lui reste encore 2 ans et 3 mois à tenir avec Emmanuel Macron. Il ne va pas inviter des personnes représentant des micro-partis à Washington en tant que tels. Donc, ils seront là. Ceux dont on parle dans les médias français sont à Washington, prendre des photos, vont chercher à faire ce qu'on appelle des photos, ils vont prendre des gens pour se mettre en photo, faire des selfies, des choses comme ça, mais ils ne sont pas officiellement invités. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter ce matraquage médiatique où on vous raconte cette fiction et laisser les gens vous raconter un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc la réalité est vraiment différente, semble-t-il, d'après les paroles de ce monsieur. Voilà, comme quoi, c'est assez intéressant de voir que c'est quand même un petit peu reluisant, un peu moins reluisant ce qui se passe en coulisses, y compris du côté de Zemmour. J'ai hâte qu'on reparle de Reconquête, parce que c'est vrai que, déjà que c'était pas grand-chose. Ils ont fait des scores qui n'étaient pas folichons aux élections, mais aujourd'hui, Reconquête, depuis en plus le départ des rares élus avec Marion Maréchal, Reconquête, honnêtement, c'est une salle de loto en Aveyron. Il ne reste plus grand monde. Et donc, pourquoi Trump inviterait un micro-parti, aussi Zemmour soit-il? C'est assez intéressant, assez curieux, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Donc, voilà, les amis, on avance dans l'émission du jour. Et on va arriver tout de suite, immédiatement, pas plus tard que maintenant. On va arriver au moment clé de cette émission que la France attend, le passage Candace Owens versus le couple Macron. On en parle depuis un bout de temps, la semaine dernière déjà, vous me disiez « Rémi, je t'en supplie, parle-nous de ça. » Alors, je voulais prendre le temps, bien sûr. Vous connaissez la guinguette, les amis, j'aime bien prendre le temps sur ces sujets-là, de ne surtout pas analyser à chaud, quitte à faire moins de vues, quitte à pas être dans le buzz, comme disent les jeunes. J'aime bien l'idée de prendre le temps, d'arriver après la bagarre. C'est ce qu'on avait fait avec l'élection de Trump, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui avec cette séquence-là. On analyse, on regarde, on va voir ce que ça donne. Alors, on va remonter cette histoire. Je voulais un peu tout remonter aussi, vous proposer un petit peu la chronologie de tout ça, voir un peu de qui on parle, les forces en présence, qu'est-ce qui se passe là-dedans, what happens in the balls of the First Lady, maybe the balls or not the balls, I don't know. Voilà, parce que c'est une émission américaine. Et j'ai une certaine aisance, voilà, dans la langue de Bob Dylan. D'ailleurs, Bob Dylan, dont le biopic vient de sortir, avec Timothée Chalamet dans le rôle. Voilà. Donc ça n'a rien à voir à ce que je voulais vous dire, mais j'ai quand même envie de rappeler cette petite info culturelle qui nous rappelle une fois de plus que Timothée Chalamet, je le déteste. Voilà, pour des raisons absolument subjectives. Il a rien fait, le pauvre bonhomme, mais j'en peux plus de le voir en chef de guerre dans Dune. Il serait pas chef de guerre dans Camping Paradis, mais c'est pas le sujet. Balle perdue pour lui, on l'embrasse. Balle, balls, on est dans le thème. Candace Owens, qui est-elle? C'est une dame qui a étudié le journalisme au départ à l'université de Rhode Island, aux États-Unis, qui se destinait à une carrière de journaliste, qui abandonne malheureusement ses études au bout de 3 ans, semble-t-il pour une histoire de pré-étudiant, de financement de ses études. Depuis, elle est devenue journaliste citoyenne dès 2015 avec un site qui s'appelait Degree 180, donc 180, c'est ça si j'ai bon. Merci à Julien, 54620 pour le subprime, 29e mois, et El Gigantesco Chibro, qui vient d'offrir un sub à Ch'ti Voyageur. Là, on n'a que des pseudos qui régalent. Donc, elle fonde ce site de journalisme citoyen, déjà tendance libérale, pas forcément pro-Trump à l'époque, le virage va s'amorcer un petit peu après. C'est justement à l'arrivée de Trump en 2017 que qu'elle va quitter ce site-là pour vraiment se lancer définitivement toute seule.
Et aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube à 3,43 millions d'abonnés, donc c'est colossal. Pour la France, pour les États-Unis, on reste sur une journaliste citoyenne d'ampleur, mais on rappelle, les États-Unis, c'est 600-700 millions d'habitants. Donc si vous voulez, proportionnellement, c'est pas révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est 510 millions de vues, donc ce qui nous semble énorme, hein, vu de la France, bien sûr. Donc voilà qui est Candace Owens. Donc il se distingue par des positions sociales marquées, donc très tendance Trump. Elle est contre l'avortement, très critique de la tendance woke. Dans les positions marquantes, on a quoi pour une économie assez dérégulée, où la place de l'État est réduite au minimum. Donc du néolibéralisme classique, tendance libertarienne légère, soft. Killing Me Softly, We Live Song, les Fujis, on embrasse. J'aime également la musique. Mais Candace Owens, on a commencé à en parler véritablement en France, pas vraiment, enfin oui, beaucoup avec l'affaire Brigitte Macron, on va y venir évidemment, mais on a commencé à en parler en 2019. Je voulais vous remonter un petit peu ce dossier. Là, je fais appel à la mémoire de ceux qui en ont une, hein, évidemment, quand Marion Maréchal, à l'époque, avait organisé un sommet pour l'union des droites, hein, avant même de s'inféoder à Zemmour, puis de le quitter. Rappelez-vous, en septembre 2019, donc Marion Maréchal l'avait invité, et c'est à partir de là, en tout cas, à mon avis, hein, qu'on avait commencé à entendre parler de Candace Owens, parce qu'elle était venue en France pour ce rassemblement. La convention de la droite. D'ailleurs, Éric Zemmour avait été invité à la convention de la droite. C'est toute une histoire, tout un symbole. Et à l'époque, Madame Owens avait critiqué Macron de manière peut-être un peu moins virulente qu'aujourd'hui. Elle avait dit, hein, le Parisien l'avait interviewé, je vous lis, « Comment voyez-vous le mandat d'Emmanuel Macron ?» Elle avait répondu, « J'aimerais pouvoir dire que c'est un leader fort, mais à l'évidence, ce n'est pas le cas. Il accorde la priorité à des dossiers qui ne devraient pas l'être. Son souci numéro 1 devrait être de prendre soin des Français d'un point de vue économique. Le type passe son temps dans un avion et dit aux gens que leur première préoccupation doit être l'environnement. C'est de l'hypocrisie. » Déjà, ça donnait le ton de quelqu'un qui semble appréciable, qu'on a envie d'apprécier. Hein, elle avait déjà un petit peu flairé le personnage, hein, comme on dit. Hein, suivez le loup, on en voit très vite la queue. Bon, ben là, elle est en train de voir la queue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, je vous remonte l'histoire de ce match à distance qui est en train de se créer entre Candace Owens et Brigitte Macron, et le couple Macron. Donc, vous avez compris, hein, on parle d'une journaliste citoyenne d'ampleur, suivie aux États-Unis, plutôt appréciée par la frange droite. Vous avez vu un peu, je vous résume rapidement le parcours et les idées. Alors, on arrive au 11 mars 2024. Et là, Candace Owens va vraiment parler, à partir de ce moment-là, de l'affaire Brigitte Macron sur la base, elle va s'intéresser aux révélations de Zoé Sagan et de Xavier Poussard avec la revue Faits et Documents. Xavier Poussard qui a fait un travail d'enquête, le premier d'ailleurs à faire ce travail d'enquête-là, sur le passé de Brigitte Macron, sa supposée masculinité, je ne sais plus comment il faut le formuler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des boules dans le cabas ? Autrement dit. Donc Xavier Poussard qui a fait ce travail assez remarquable de recherche dans Faits et Documents. Candace Owens va en entendre parler et elle va s'intéresser à cela. Et elle va en parler. Donc ce qui va faire, si vous voulez, un écho des deux côtés de l'Atlantique. En France, l'affaire est en train d'être montée un peu en mayonnaise, mais très vite, les médias nous expliquent « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est complotiste ?» Et quand Candace Owens va en parler, ça va donner une saveur internationale à l'affaire. Et là, forcément, les médias vont intervenir avec l'Express en premier lieu, qui va nous dire la célèbre commentatrice politique d'extrême droite américaine Candace Owens a récupéré à son compte la folle théorie du complot sur l'identité sexuelle de Brigitte Macron, maintes fois débunkée. Tu vois, ils te disent maintes fois débunkée. Par qui, comment, on ne sait pas. Mais voilà, ça a tellement été débunké que la question se pose encore. Parce que, débunker le côté Rémi, il n'a pas de pied, je te montre mes pieds, c'est terminé. Celui qui dit, tiens, Rémi, il n'a pas de pied, sa place, elle est à l'asile. Donc c'est normal, ça s'appelle une négation du réel. Là, leur version du réel, si c'est ce fameux bouquin, L'affaire Madame, dont je vous avais parlé sur YouTube, dans une vidéo sur Juste Milieu, cette analyse du bouquin qui était censé débunker une fois de plus, personne n'avait débunké quoi que ce soit.
Donc là, en plus, ce que nous dit l'Express, c'est que c'est une folle théorie du complot. Ça, c'est beaucoup. C'est plus 2 sur plus 2. Ce qui, au Uno, peut renverser une partie. Et je sais de quoi je parle. Déjà, c'est une théorie du complot. Donc normalement t'as perdu. Normalement, déjà, c'est fini le match. Et en plus, c'est folle. C'est-à-dire, t'as pris 4-0 à la fin du match, t'es au vestiaire, t'es en train d'enlever tes protèges tibia, et on te remet un but. Tu sais pas pourquoi, parce que le match est fini. Mais t'as perdu 5-0, en fait. Mais là, c'est pareil. Théorie du complot, 4-0. Folle théorie du complot, 14-0. En fait. C'est plus 10. Plus 10 sur le compte. Et on a l'internaute également qui nous a dit une théorie du complot sur Brigitte Macron exhumée par l'extrême droite américaine. Voilà. Parce qu'en fait, Candace Owen devient l'extrême droite américaine. À elle toute seule. C'est beaucoup. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc, jusque-là, si vous voulez, on va assister en plus à un échange. Candace Owen va interviewer Xavier Poussard. Il faut citer aussi, je l'ai vu passer dans le chat, il faut citer aussi le travail de Natacha Ray, évidemment, en rendant à César ce qui appartient à la salade. Bien évidemment, donc citons les mérites de toutes les personnes qui sont intervenues dans ces enquêtes. Candace Owen va se concentrer sur le travail de M. Poussard. Elle va l'interviewer, ce qui va continuer en fait à alimenter tout ça avec des vidéos, des interventions. Elle va faire des shorts, donc des vidéos courtes, des vidéos longues sur YouTube qui vont faire des millions de vues et qui vont vraiment faire parler. Parce que là, ça arrive aux États-Unis. Si tu veux, bon, nos médias en France peuvent assurer la propagande, peuvent encadrer les opinions tant que ça dépasse pas le Poitou et Châteauroux. Ça, c'est vrai. Mais quand ça déboule aux États-Unis, le problème, c'est que tu as le monde entier qui peut être au courant. Et là, c'est plus pareil. Là, tu passes à un autre degré, si tu veux, d'ampleur. Pour une affaire qui, je le rappelle, a été débunkée, qui a été tellement débunkée que le monde entier se pose la question. Donc, c'est que du coup, c'est tellement évident que tout le monde se dit « What happens in the slibar of Brigitte ?» Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on a eu un rebondissement dans ce qui n'est, après tout, qu'un relais de cette fameuse rumeur complotiste qui arrive en France, dont on a beaucoup parlé sur Juste Milieu déjà. Mais aux États-Unis, tout ça prend une saveur particulière. D'autant plus que, pour la petite parenthèse, parce qu'il faut le rappeler, on suppose, et je dis bien on suppose, que Emmanuel Macron a déjà une épée de Damoclès, Made in USA, qui lui tourne au-dessus de la tête. Parce qu'on rappelle cette perquisition dans la villa de Mar-a-Lago de Donald Trump, c'était il y a environ 2 ans désormais, où les services américains avaient découvert, ce que on avait appris par voie de presse, avaient découvert un certain dossier French President qui était censé contenir des informations intimes sur le couple Macron. Donc potentiellement une révélation à la face du monde de la réalité de ce couple. Réalité qui est celle du dossier, que je ne connais pas évidemment. Donc on peut supposer de manière assez basique, et ça avait été ma grille de lecture là-dessus les amis, depuis le début, donc pour l'instant j'ai pas varié d'un sucre, qui était de vous dire, au fond, l'affaire Brigitte, pour moi on s'en fout. Le côté, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, j'en ai rien à foutre, absolument rien à foutre. Le vrai problème pour moi, il est double. C'est que en se concentrant sur la question de est-ce qu'elle a une teub, on oublie pour moi le motif numéro 1, qui est le détournement de mineurs. En l'occurrence, la relation quand Emmanuel Macron était mineur. Parce que femme ou homme, pour moi, on s'en fout. Le vrai problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit bien raccord sur le fait qu'il y a eu abus de mineurs. Pour moi, c'est ça. Et le deuxième numéro aujourd'hui, qu'on a appris plus récemment, la deuxième bonne raison de s'inquiéter de cette affaire, c'est le fait que désormais, le président américain en place est potentiellement un moyen de chantage sur la France. Moyen de chantage qui pourrait avoir des conséquences géopolitiques. Là, on rigole plus. Parce que, vu la considération qu'a Macron de la France et des Français, s'il doit sauver son couple ou la réalité de son couple en se soumettant aux volontés de Trump qui lui ferait un chantage, à mon avis, il n'hésiterait pas une seule seconde. Donc, si vous voulez, c'est là où ça devient beaucoup plus problématique. Donc, il faut aussi mettre cette affaire Candace Owens dans la balance, dans la mesure où Macron est supposément déjà sous le coup d'une épée de Damoclès. Mais là, ça va encore plus loin, parce que vous avez une journaliste citoyenne qui est en train de dire moi, je vais faire le taf. Et là, on va en parler dans le monde entier. Parce que tant que c'est en France, on a un système médiatico-politique qui peut très clairement censurer, encadrer, mettre le couvercle autant que possible sur cette affaire. Et il n'y a que des demeurés de complotistes comme moi, votre serviteur, et d'autres, pour parler de l'affaire. Mais en vérité, à part les demeurés que nous sommes, et vous qui regardez,
tout le monde s'en fout et pense qu'évidemment c'est faux parce que l'Express l'a dit naturellement. Mais là, c'est Candace Owens. Là, ça franchit les frontières et tu as tout de suite des dizaines de millions de gens, voire des centaines à travers le monde anglophone en gros, qui peuvent être au courant. Alors, on arrive au cœur de cette vidéo parce que en décembre 2024, Candace Owens a reçu une lettre du couple Macron, une lettre de menace juridique. Et là, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le dur parce que ça a complètement relancé l'affaire. Et je voulais prendre le temps, on a le temps ce soir, les amis, de bien analyser ce qu'a dit Candace Owens. Et on va regarder ensemble sa vidéo, en grande partie, traduite. Donc, vous inquiétez pas, ceux qui sont nuls en anglais comme moi, on va regarder ça de manière traduite. Pour bien comprendre ce qu'elle dit, ce qu'elle explique, les menaces qu'elle a reçues, le contexte. Pour avoir vraiment toutes les infos, on est précis, on fait du react de temps en temps sur Juste Mieux, ça fait du bien. Et vous allez voir, il y a du très très lourd sur les menaces qu'elle a reçues de la part du couple Macron. Et qui veut clairement censurer les révélations qu'elle est censée faire, des révélations qui sont censées être fausses. Rappelons-le, cette folle théorie du complot. On regarde la vidéo, on intervient, on est dans l'exercice du react finalement. Dites-moi si vous voyez bien les sous-titres, je peux le mettre comme ça. Now, when you hear that you are getting a letter. Avec ma gueule, le problème c'est que vous n'allez pas voir les sous-titres. Je vais enlever ma gueule et je la remets quand j'interviens. Voilà. All right, so where do I begin? Yesterday, I received a letter, and I would say that this letter plausibly changed the trajectory of this year, certainly for me. You know, I don't know why people keep sending me letters. And I am going to tell you that I received this letter from a process server. Now, when you hear that you are getting a letter from a process server, you think one of two things in my world. You are being sued or you are being subpoenaed. It actually happens way more often than you realize. Sometimes you're being drafted into someone's lawsuit. They think that you have some information or some text messages, or otherwise you yourself are being sued, like when I was being sued by Kimberly Klacik for defamation, which eventually I won that after years. So it's not something that particularly unnerves me anymore, because typically sometimes you're getting drafted and there's no reason for you to be drafted. Your lawyer responds to it and it's completely over. But this one was indeed addressed to me. And what was strange about this is that when my lawyer was able to determine what it was and who it was from, this was atypical because it was not a lawsuit and it was not a subpoena, but it was a strongly worded letter, essentially a legal threat. And people don't typically use process servers for legal threats. Even stranger was who it was coming from. It was coming from a law firm representing current sitting president, Emmanuel Macron, and his wife, Brigitte Macron. Oh putain, il y a déjà la pub. Oh, c'est fou ça. Hein. Oh, la pub YouTube. Alors moi, c'est bien, avec Juste Mieux, ça m'a permis de me faire refaire les nibards, mais quand même. I said, this is insane. I don't think this has ever happened in the history of the world. Plausibly, you don't hear about a foreign leader currently sitting in power, sending around legal letters to people that are sitting in other countries, no matter what that person is saying. But it's going to get so much more crazier than that, okay? Because there were a lot of odd things about this letter. First and foremost, they strenuously requested that I not publicize it. They did not want me to publicize this letter all over it. This is not meant to be publicly disseminated. Okay, you have no legal right to tell somebody that they can't share a letter that they received. I'm sorry you sent it. I have a right to share it. And I'm going to tell you my suspicion about why it came across as they wanted to keep this rather hush-hush. But apart from asking me not to publicize it, they get into explaining to me how I am engaging in types of defamation. I'm going to... Voilà, c'est le premier point pour intervenir un petit peu, les amis, et pas juste d'en regarder une vidéo, ce que vous pouvez faire tout seul, hein, évidemment, pour résumer un peu point par point et s'arrêter sur les points saillants, sur cette méthode d'intimidation que l'on a vue en France, dans des contextes divers et variés. Ce qui se passe, le couple Macron a envoyé une lettre à Candace Owens en expliquant que donc c'est une sorte je sais même pas si c'est une mise en demeure, parce que c'est déjà une qualification juridique, une sorte d'intimidation où la lettre lui explique qu'elle se prête à des faits de diffamation
à travers ce qu'elle veut révéler, ce qu'elle va révéler, parce qu'on parle de choses d'ailleurs qu'elle est censée révéler, et que le couple Macron ne doit pas être au courant de ça. C'est très mystérieux vraiment ce qui se passe. Il y a à la fois les positions que Candace Owens a déjà eues en relayant ce que Xavier Poussard a relayé dans Faits et Documents, mais là apparemment on parle de révélations qui n'ont pas encore été faites et desquelles aurait été informé le couple Macron. Donc c'est vraiment, on est dans une histoire d'agent secret, là, ce truc-là. C'est très curieux. C'est pour ça que je voulais vous en parler et prendre le temps, parce que c'est assez dingue et ça redonne une autre ampleur à cette affaire. Et donc, on a un cabinet d'avocats qui envoie une lettre à Candace Owens et qui lui dit, donc, ils envoient la lettre et vous ne pouvez pas rendre publique la lettre, ce qui n'a absolument aucune possibilité juridique. Enfin, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, vous m'envoyez un courrier, si je veux, je le mets. Il n'y a rien de confidentiel dans ce truc-là. Donc, on est vraiment dans l'intimidation, là, pour le coup. Et on continue. On continue, les amis. Show you this letter because the story behind it is even crazier, okay? So first and foremost, they are addressing statements, the bulk of this letter is addressing statements that I made last March. You're probably wondering in your head, why would they send this letter, which was addressed on December 3rd? That part is even crazier. But aside from telling me not to publicize it, they tell me right at the top that it's really none of my business whether or not Brigitte Macron is a man or a woman. Like, she doesn't have to answer that question. Here's what it said. I'm going to read you this verbatim. It said, this disinformation campaign is almost entirely based on a negative. Mrs. Macron has not provided definitive proof that she is a woman. Therefore, she must be a man. Not only is this an inherently unreliable basis for a claim, but also, and this is in bold, Mrs. Macron does not owe you proof that she is and always has been a woman, because frankly, it is none of your business. It is arrogant, self-centered, and truly offensive to believe that you are owed evidence of another. J'ai attaqué ma pomme, hein, je vous le dis, c'est l'heure du goûter, je suis gros, faut le nourrir. Là encore, on s'arrête parce qu'on prend le temps, vraiment, les amis. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Aujourd'hui, la position juridique, en tout cas de ce cabinet d'avocats qui travaille directement auprès du couple Macron, voilà le niveau de défense. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un extrait de la lettre. C'est un extrait de la lettre qui a été envoyée à Candace Owens. Et la défense juridique, c'est Madame Macron n'a pas à vous apporter de preuves si elle est une femme. Donc, c'est-à-dire la conception juridique, le positionnement des avocats, c'est ça, c'est de toute façon, ils n'ont pas à le prouver. Donc, ce qui est assez dingo, parce que, et puis, avec cette phrase, hein, because frankly, it is none of your business, t'as des avocats qui écrivent parce que franchement, c'est pas vos affaires. Le niveau juridique, je suis pas juriste, hein, bien évidemment, mais ça me semble quand même très léger, très très léger. Et ce qui est assez fou, c'est que cette phrase, elle est cruciale. C'est pour ça que je m'arrête dessus, les amis. Elle est cruciale parce que Madame Macron n'a pas à vous prouver qu'elle est une femme. C'est un peu de l'analyse tirée par les cheveux, on est d'accord. Mais ça invalide tout le travail journalistique français, tout le travail des fact-checkers qui nous ont dit « ça a été prouvé ». Parce que si on part du principe que de le sous-entendre et de le dire est une théorie du complot qui a été maintes fois débunkée, je rappelle ce que dit l'Express, si vous avez les avocats du couple Macron qui disent « elle n'a pas à le prouver », c'est que ça n'a pas été prouvé. Enfin, c'est une sorte de rhétorique à deux balles, hein, on est d'accord, mais c'est de la logique en vérité, c'est de la logique argumentative. Si vous m'expliquez que ça a été maintes fois débunké, comme dit l'Express, que c'est une théorie du complot et que la réalité s'est imposée, notamment avec le bouquin de l'affaire Madame dont on a parlé, pourquoi les avocats écrivent qu'elle n'a pas à le prouver? C'est bien la preuve qu'un doute subsiste. Ils se réservent le droit de dire, ben voilà, c'est pas à elle de le démontrer, on considère qu'elle n'a pas à le prouver. Ça veut bien dire que c'est pas prouvé. Ça veut bien dire que tout le monde est dans une forme de doute positif, de doute possible, de doute légitime, que bah, si elle n'a pas à le prouver, on n'a pas à croire que c'est pas vrai. C'est logique. Je ne vais pas vous refaire le développement pendant 15 ans, vous avez compris l'idée. Donc, c'est assez fou parce qu'en vérité, là, on a un contre son camp qui est extraordinaire. C'est pour ça que je voulais vous montrer la vidéo, les amis, prendre le temps de décortiquer, parce qu'on a des choses qui sont cruciales. Et là, j'ai quand même l'impression, si vous me permettez le terme, le doute m'habite. On est dans le contexte. Oui, c'est tiré par les cheveux, mais qu'on prouve le contraire, si vous voulez.
qu'on prouve le contraire de ça. Donc c'est vraiment très intéressant cette défense qui est choisie par les avocats du couple Macron. On continue. There's sex, gender identity, or sexual orientation. And additionally, it is defamatory to call someone a liar when they rightfully choose not to give in to your demands. Then it says, make no mistake, there is no shame in being LGBTQ+, but your accusations go beyond that. Okay. So right at the top there, again, what I've said to you that always struck me as odd about this story is this has been going on for approximately 10 years. Okay. Now, if I'm the president and I'm dealing with a 10-year issue of people saying that my wife has a penis and I could just very easily debunk this, I'm sure as hell not going to pay lawyers overseas to send legal threats and legal letters that say, oh, okay, well, we're not going to answer the question, but we are going to send you a 100-page letter. It was 100 pages. Most of it was transcript. It really was like a 33-page letter. Most of it was transcript again. But the point being is that's a lot of effort for something that can be so easily debunked. So easily debunked. And I'm not the only journalist who've done this too. Okay. They're sending out letters, civil harassment, saying that it's causing them stress, it's causing them anxiety. Wouldn't you just answer the question at a certain point? Again, going with common sense. But it gets even more interesting. They also write in this letter that what they believe to be defamatory, among other things, is really just the implication to the French people that they're fraudulent and that they lie. So let me read that piece of this to you as well in this letter that I'm not supposed to publicize at all. These allegations are defamatory for multiple reasons. At the outset, it must be clear that there is nothing defamatory or reputationally damaging about being transgendered. But what is defamatory and highly damaging is attacking the integrity and the credibility of a president. I was like, I'm sorry, I just have to chuckle at that in general because I'm just thinking about President Trump and all the attacks. Like, what's defamatory is attacking the idea that Biden lies or that President Trump lies. You're not allowed to question their integrity in France. Like, this is just such a European letter in the sense that, like, they have no idea what free speech actually means Je m'interromps dans ma pomme, parce que là encore, vraiment les amis, j'ai bossé le sujet en amont, mais je voulais vraiment découvrir la vidéo avec vous. J'aime bien faire ça, vous le savez, quand on fait des réacts, je découvre avec vous pour faire une analyse en direct, quoi. Pas faire non plus un faux jeu de je sais pas quoi. Mais là encore, on a une phrase qui est extraordinaire. Je vous lis dans mon accent californien. But what is defamatory and highly damaging, qui veut dire ce qui est diffamatoire et qui peut créer des dommages hautement, is attacking the integrity and credibility of president. C'est d'attaquer l'intégrité et la crédibilité du président et de Madame Macron avec cette vicieuse rumeur qu'ils sont en train de mentir et manipuler les Français. Et effectivement, c'est ce que dit Candace Owens. Là, pour le coup, je trouve qu'elle a un raisonnement qui est très intéressant et qui est intelligent, qui est de dire, mais attendez, ce qui est diffamatoire, c'est de supposer que que le couple Macron ment et manipule les Français. Mais vous faites quoi quand vous faites la même chose sur Trump, sur Poutine et sur tous les dirigeants du monde entier qui ne vous conviennent pas? Donc, vraiment, je suis sidéré par la faiblesse des arguments de ce cabinet d'avocats qui explique que le vrai problème, c'est de faire croire que Macron manipule les Français. Alors qu'en fait, là, depuis hier soir, Musk est néo-nazi, il vient de nous le révéler. On ne savait pas, mais depuis hier, il est à fond direction Nuremberg, tu vois. Mais enfin, c'est sidérant. La faiblesse argumentative, elle est sidérante. On a vraiment l'impression d'une réaction en urgence, d'une réaction en perdition complète, quoi. On continue. President and Mrs. Macron with this vicious rumor that they are lying and manipulating the French people. One you knew was false at the time of publication. Okay, obviously, I do not think this is false at all. I'm going to tell you even more why I insist that there is a lot to the story. But just writing that seems very strange to me. They go on to speak about how the only proof that we have, which is completely untrue, is Chinese software that is comparing the faces of her and her alleged brother that doesn't like to make any appearances, which could easily just debunk this, right? And they're like, this is like crap, saying that they look alike. All siblings do look alike, or some siblings can look exactly alike. They say that that's completely normal. And then they provide even more proof that it's obvious that Brigitte is not a man. And the proof is that Brigitte says she's not a man. I'm not kidding. Here, this is the actual language of the letter. Tu vois cette application? C'est une nouvelle application liée à l'IA qui me permet de générer jusqu'à 15 000
They write, beyond this, your conspiracy theory hinges on Mrs. Macron's family refusing to subject themselves to public scrutiny. Okay, you guys. So the reason that they're not answering this or responding to this is because they don't need to be publicly scrutinized. Like, why would a president and a first lady have to be publicly scrutinized? That just doesn't come with the territory when you live in a place like Europe and you don't have free speech. They can just hush you and sue you for speaking. Like I said, they are in for a rude awakening. This is America. And the next line really gets me because they say what should be enough evidence to disprove these falsehoods is that Mrs. Macron has denied them. President Macron has denied them, and Mrs. Macron's daughter, Tiffone, has denied them. Okay, so that's how it works now in the court of law, guys. If I say no, absent any proof, you need to just accept that's the truth. Everybody always tells the truth all the time, especially in politics. Haven't we learned that? Nobody ever lies in politics. If they say something, it's definitely true. Trust me, bro. It's basically trust me, bro. Then it just gets even more bizarre because they're referring to T-shirts as a form of yellow journalism. So I sold this T-shirt mocking Brigitte Macron. It was a fake Time magazine cover and it said Man of the Year. And they view that as a form of yellow journalism. And that's interesting. So I'm going to read you that portion right now. It says, since then, you have continued to knowingly and intentionally peddle yellow journalism, defaming the Macrons. Indeed, you released another episode mentioning the conspiracy on June 26th. And then it says on July 7th, you brought these lies to the Jimmy Dore show. On July 8th, you again posted on X, this time with a photo of yourself in a T-shirt showcasing a fake Time magazine Man of the Year cover featuring Mrs. Macron, which has received 832,000 views and 3,000 retweets. And they actually put a picture of me wearing the shirt in this legal letter. And I wrote, I'm calling it now Time Man of the Year. It's an incredible shirt. Obviously, we now need to get this back up on sale. I don't know what is actionable in a parody shirt. I'm not sure where they're going with that, but they wanted to mention in a very strongly worded letter that this is a form of yellow journalism because there's obviously never been any T-shirts made about President Trump or Biden. You can't do that anymore. You're not allowed to sell Make Kamala Indian hats. Literally, what on earth were they thinking, including that? Okay. But here's where it gets really interesting. Okay. Then they insist on explaining to me that calling someone a rapist in France, they have different laws, and they insist that it's not statutory rape because Emmanuel was or would have been 15. They heavily imply this. This is the exact verbiage from the letter. It reads, Mrs. Macron did not statutorily rape President Macron. Let us be clear that the age of consent in France is 15. The two met and fell in love in 1993 when she was a drama teacher and he was 15 years old. When President Macron was 17, he vowed to marry Mrs. Macron, following through with his promise. They wed in 2007 when President Macron was 29 years old. Now, I want to first let you guys know that this is stunning because all throughout the time that President Macron was running, their story was that he was 17 years old. Okay. Now we have here writing that they're now adjusting that. All the publications said, oh, he was 17. It makes him sound like he's almost legal. And she was, however, I think they said she was 34. And one of the things that we told you was that this whole legend that they created in the legacy media was dishonest. And they allowed this to go on until people started looking, independent journalists, and going, wait a second, Emmanuel Macron was not 15. And I also believe there's an interview where Emmanuel Macron states that he met her before he was 15 years old. But them implying that the age of consent in France is 15 is actually wholesale dishonesty, because what they're leaving out is the age of consent at that time when they were together. It was 15 only if the person that they had the affair with, the sexual affair with, was not someone who had any power or control. That is still the law in France today. Okay. So in order. Après, ça devient ce qu'on a entendu un peu partout hein, sur Fait des documents. Je crois pas qu'il y ait de grandes nouveautés là-dessus. On va refaire le tour hein, de ce qui a été dit. Effectivement, la lettre doit revenir sur tous les arguments. Ouais, puis il y a un petit placement de produits skincare au milieu. Bon, écoutez, je découvre avec vous, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Je trouve que ça apporte des choses. Cette lettre d'intimidation juridique, bon, là encore, c'est fou parce que ça traverse les frontières, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. En France, on a eu des gens qui ont subi cette pression. Encore récemment, il y a eu des gardes à vue, notamment de Bertrand Scholler, que j'embrasse, que je salue. Il me semble-t-il que c'était en lien avec ça. Donc, bon,
Au fond, voilà, il y a rien de nouveau. Candace Owen semble clairement refaire le tour des arguments qui sont évoqués dans la lettre, qui semble être une vraie lettre, hein, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, il n'y a toujours pas eu de démenti de l'Élysée sur une affaire qui prend du temps. Mais au fond, alors, si ça vous va, hein, je passe sur la suite de la vidéo. Sauf si des gens l'ont déjà vu dans le chat, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses plus intéressantes dans le cours de la vidéo. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'on s'est dit depuis un bout de temps et les raisons pour lesquelles je reste quand même très prudent sur l'arrivée de Donald Trump. Alors là, qui a signé des choses, vous avez vu, hein, plusieurs décisions qui ont été signées, le retrait des États-Unis de l'OMS, on a eu plein de choses comme ça sur l'immigration au Mexique, on a eu plein de choses. Bon, on verra si c'est suivi des faits, on verra les réelles conséquences. Moi, j'attends un petit peu quand même la matérialisation de ce dossier French President, quoi. De ce dossier French President. Est-ce que c'est un moyen de chantage et on va voir les États-Unis imposer des choses assez extraordinaires à la France? Est-ce qu'on va voir des comportements anormaux sur l'état-major diplomatique français ou pas? Est-ce que Trump a bluffé? Ce qui est possible aussi. Est-ce qu'il va sortir les révélations? Parce que comme beaucoup de gens nous disent que Donald Trump est un peu le sauveur du monde contemporain et qu'il va tout faire péter, qu'il n'a pas peur de personne, il n'a pas peur de l'état profond et compagnie, quel intérêt a-t-il à garder le silence? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il tolérerait l'idée que la France soit aux mains de ce genre de personnes. Donc j'attends de voir. En fait, si vous voulez, je ne sais pas trop. Et je crois que l'affaire Brigitte Macron, machin, et je suis un peu contradictoire parce que c'est ce que j'ai fait en vous en parlant ce soir, mais ça occupe du temps, ça occupe de l'espace médiatique. Pour le coup, on n'avance pas beaucoup. Moi, je pense qu'on reste. L'info la plus importante pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la nature de leur relation, qui est une nature hautement problématique, que l'on n'accepterait pas aujourd'hui dans notre société de 2024 et que l'on n'acceptait pas beaucoup plus à l'époque. Bon, bah voilà, après, Brigitte Macron, une tub, pas une tub. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui a mis un message intéressant tout à l'heure. Alors, c'était un petit peu plus haut, je sais pas si j'arriverai à le retrouver. Quelqu'un dans le chat sur Twitch qui disait... Ah oui, voilà, c'est Kido421 qui dit « Après, vu la psychologie très particulière de Macron et maman, je me demande si c'est une histoire qui les amuse au final et si cette lettre n'est même pas une petite crotte de nez pour refaire un tour gratuit. » Je pense que la piste est intéressante. Honnêtement, je crois qu'il y a des choses à dire. J'aime bien l'idée, j'aime bien cette idée. Je prends vos messages dans le chat, hein, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Il y a Chouchou Hurt in Pieces qui dit « On veut y croire, surtout parce qu'en France, on ne voit pas d'espoir. Même si Macron part, son successeur risque d'être à minima pareil, voire pire. » Caribou Abec qui dit « Le problème, c'est le niveau de mensonge. » Léviathan, quand bien même vraie lettre, c'est bien normal de la part de Macron de la mettre en garde sur une poursuite en justice pour diffamation. Elle ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant. C'est vrai que je m'interroge quand même sur la nature de cette lettre. On est chez Juste Milieu, il faut considérer toutes les options. Certes, il n'y a pas eu de démenti officiel du côté de l'Élysée. Maintenant, je trouve l'idée même de cette lettre complètement débile. Parce qu'aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est quand même le premier amendement. Donc, ça n'existe pas. Pas exactement comme chez nous, les notions de diffamation et compagnie, en fait. C'est pas du tout la même construction légale, c'est pas le même rapport à ça. La liberté d'expression aux États-Unis est une valeur première. Pas comme en France où, tiens, qui nous a expliqué ça tout à l'heure? J'ai vu passer la séquence, je crois que c'est le patron de l'Arcom, monsieur Roch-Olivier Mestre, qui a expliqué... Voilà, que la liberté d'expression était un droit limité. Écoutez, c'était aujourd'hui sur France Inter. Donc la liberté d'expression, c'est pas le droit de diffuser des fausses informations? Bien évidemment. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit tout. C'est l'un des droits les plus fondamentaux, bien évidemment, cette liberté d'expression, cette liberté éditoriale des médias, mais c'est un droit dans nos démocraties qui est limité par la loi dans des conditions fixées par la loi. Il n'y a que les libertariens pour s'imaginer que cette liberté est absolue. Un patron de presse peut publier tout ce qu'il souhaite, bien évidemment, la liberté de la presse est totale, mais il y a des incriminations qui sont posées par la loi 1880. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier, on ne peut pas porter atteinte à la dignité de la personne, on ne peut pas porter des contenus racistes ou antisémites. La loi de 86 sur Donc la liberté... Donc voilà, si vous voulez, toute la différence, c'est que quand Candace Owen, elle voit ça, je ne veux pas parler à sa place, je ne suis pas dans sa tête, mais je trouve qu'elle doit avoir l'impression de regarder une réserve animalière d'une espèce bien différente de la sienne, où elle se dit, mais tiens,
qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Depuis quand on interdit aux gens de dire ce qu'ils veulent, tu vois? Donc c'est assez fou. Le déclassement de la France passe aussi par là. Donc voilà, sur cette affaire, les amis, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je pense que voilà, on va pas non plus en parler toutes les semaines de cette affaire-là. Je voulais parler de ça parce que depuis le retour des vacances, vous avez été nombreux à me dire Candace Owen, Candace Owen. Pas plus de nouveaux, hein, je découvre avec vous la vidéo, pas plus de nouveautés. On verra un petit peu ce que ça donne, les amis. On finit sur une petite chose que je voulais vous montrer. Pour illustrer, hein, on en a déjà beaucoup parlé ces derniers jours et je voulais absolument faire des rappels là-dessus pour vous inviter à être prudent, vous, ma communauté, juste milieu, vous les meilleurs, les zinzins, sur la prudence, hein, des retournements de veste auxquels on va avoir droit à l'ère Trump, à l'ère du wokisme qui s'écroule et compagnie. 2 vidéos pour vous montrer l'opportunisme d'un certain personnage médiatique que tout le monde connaît et vous montrer que la bolorisation des médias, c'est pas franchement l'extrême droite, c'est pas que l'extrême droite, c'est surtout le sens du vent. Et regardez ce monsieur Hanouna que vous connaissez, ça c'était en 2016. Bon, ça passera pas. Merci. Bah merci. Ah, merci, bah oui. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Merci. Pour l'ambiance. Ah, on va rester entre mecs là, hein, ça va être pareil. Hein. Ah, enfin, Trump pas à mon poste, donc voilà. C'est bien. Hein. On va enfin être bien là. On est bien là, non? Merci. Merci les chéris. Pour pouvoir faire un Trump pas à mon poste, les chéris, je vais demander aux personnes gays de sortir. Ah. Ouais, bah. Aux gays de sortir. Bon. Bah, je crois que. Son j'ai un rendez-vous. Ah, il y a un monsieur qui veut partir. Tu ne pars pas tout seul. Merci, monsieur. Il ne part pas tout seul. Merci. Main dans la main. Enfin, les chéris, pour pouvoir faire ce Trump pas à mon poste, je vais demander à tous les étrangers de sortir du plateau. Voilà, bon bref, vous avez compris l'idée. Avant l'élection de Trump, Hanouna avait fait une émission spéciale Trump pas à mon poste où il avait expliqué ce que serait l'émission si Trump était au pouvoir, sans les femmes, sans les homosexuels, les noirs, tout ce que vous voulez. Et regardez aujourd'hui Hanouna, ça c'était hier soir. Bonsoir à tous, merci d'être là, il est 18h46, on est en direct. Remettez un peu de son, putain. Voilà, donc si vous voulez, n'oublions pas hein, que le wokisme n'est que le visage de l'idéologie du moment, l'idéologie de tendance, l'idéologie qui fait du pognon, et que je voulais finir là-dessus, les amis, on aura le temps de le développer un peu plus longuement, et c'est sûrement hein, une ligne qu'on va développer pendant beaucoup de temps, hein, pour être rigoureux et faire ce travail-là, pour finir sur cette note qui est de dire que, plus que jamais, l'Europe est la prostituée idéologique des États-Unis. Dans la mesure où le wokisme n'est pas, si vous voulez, une volonté manifeste de populations à travers le monde qui se sont mobilisées et qui se sont rendus compte, hein, en Namibie, aux États-Unis, en Espagne et en Argentine, que comme une sorte d'évidence, il fallait absolument que la petite sirène elle ait les cheveux bleus ou qu'elle ait la peau noire. Il fallait absolument faire des égalités, faire des quotas de femmes, d'hommes, d'handicapés, ce que vous voulez. Le wokisme est juste la tendance dominante. On a fait du pognon avec ça, comme on a fait du pognon avec beaucoup d'autres tendances où on a tordu les esprits de cette manière-là. Si ça arrivait en Europe, c'est parce que à l'école, moi je suis né en 94, donc à l'école on m'a appris dans les cours d'histoire géo, c'était l'américanisation du monde. On nous expliquait que McDonald's, le Coca-Cola, les films de super-héros, c'était ça l'américanisation. Que le soft power américain, c'était aussi la capacité à imposer son idéologie. L'américanisation, c'est aussi le wokisme. Parce que au départ, certes, ça vient de la philosophie déconstructionniste française, avec des types comme Guattari, Deleuze, qui ont inventé ça en France et qui l'ont envoyé aux États-Unis dans les universités. Ça a infusé depuis les années 80 et c'est revenu chez nous. Si vous voulez, le wokisme, c'est un petit peu comme la gastronomie. On leur a envoyé le bœuf bourguignon, ils nous ont renvoyé le Big Mac. Donc souvent, quand ça part aux États-Unis et que ça revient, généralement, c'est de la merde. Donc l'américanisation du monde, c'est le wokisme. Et aujourd'hui, l'américanisation du monde, c'est Trump.
où on nous fait croire que c'est une sorte de tendance libératrice qui va comme ça naturellement, comme une sorte d'évidence s'imposer au peuple, où les gens vont se dire bah oui, finalement, qu'on est con, c'est Trump qu'il nous faut. C'est la Trumpisation des esprits. Donc, la Trumpisation, si je prends ce terme-là pour inventer un terme à la con, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va dire ça. La Trumpisation, ça vaut pas mieux que le wokisme. Quand on le gobe sans réfléchir, quand on le gobe aveuglément, quand on le gobe sans utiliser son cerveau, ça vaut pas mieux. Trump, ça vaut pas mieux que le wokisme si on considère que c'est une idéologie qu'il faut suivre aveuglément en se disant « Mon Dieu, c'est super, on va casser la gueule à ses cheveux bleus ». Je voulais vous dire ça, les amis, parce que l'illustration avec Hanouna, elle est symbolique, évidemment. Hein. Hanouna qui est un incommensurable peigne-cul, hein, voilà, qui fait ce qu'on lui dit. 2016, c'était avant l'ère Bolloré, aujourd'hui c'est l'ère Bolloré, il fait ce qu'on lui dit. Et en vérité, la bollorisation des médias, c'est ça. En fait, c'est se mettre dans un nouveau vent dominant. Et ce que vont faire bien d'autres médias. Vous verrez que BFM TV recrutera des gens dits d'extrême droite aujourd'hui quand le monde va aller dans ce sens-là. Donc je pense sincèrement qu'il faut être prudent. Il faut être prudent dans la mesure où on a un cerveau, utilisons-le. On a cette capacité à être prudent, utilisons-la. Elon Musk, suivi aveuglément, est aussi dangereux que le dernier des wokistes. Et c'est pas parce que vous faites tomber une menace que celle qui arrive est meilleure obligatoirement. C'est pas parce que vous allez éteindre la censure woke qu'il faut applaudir la censure potentielle qu'il peut advenir sur Twitter, par exemple, où on va censurer les discours progressistes au motif de Trump est au pouvoir, donc on a gagné. Je pense qu'il faut être très prudent là-dessus, et je vous le dis, on en a déjà parlé, je me méfie énormément, d'ores et déjà, des gens qui gobent aveuglément là la nouvelle tendance Trump, qui nous disent « mais en fait c'est super, en fait Musk c'est super, le transhumanisme, allez c'est pas grave, c'est pas grave. Un homme d'affaires qui est d'abord un homme d'affaires, allez c'est pas grave. Un néolibéral convaincu, allez, c'est pas grave. » Donc, je dis juste, les amis, que juste mieux, c'est aussi ça. Vous savez que j'étais là pour mettre en avant des critiques contre le wokisme, contre les dangers d'une idéologie imposée, les dangers d'une censure. Mais juste milieu, c'est aussi la capacité, j'espère en tout cas, et je vais essayer de m'y atteler, à garder ce niveau de vigilance, ce niveau de critique, quel que soit le camp qu'il faut critiquer. Sinon, je ne suis pas cohérent et je suis une pompe à vélo. Et vous n'avez aucune raison d'être là. Donc, je vous ai fait une vidéo sur Musk que je vous invite à revoir, pas pour faire la pub, mais pour vous dire que cette vidéo qui date de... Putain, ça doit remonter un petit peu maintenant. On n'est plus tout jeune. Où je vous disais déjà que, pour moi, il y avait une menace sérieuse sur Elon Musk. Voilà, c'est celle-là. Qui date de... Oh, les pubs à la con. 10 novembre 2023, putain déjà, c'est fou, ça fait plus d'1 an quand. Déjà dans cette vidéo, je vous avais mis en avant ce que je redoutais chez Elon Musk, qui est un transhumaniste convaincu, qui est un mec, vous noterez, hein, par exemple, pour vous prendre un exemple d'aveuglement volontaire qui m'énerve un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on dit Trump c'est super, c'est génial, il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Donc Trump, il va botter le cul des écolos, il y en a marre, machin. Pour rappel, il vend quoi, Elon Musk? Il vend des tapis de bain ou des bagnoles électriques? Donc, Trump est un homme d'affaires, Musk est un homme d'affaires, ils vont faire des affaires. Mais Trump ne va pas défoncer l'écologie comme vous l'aimeriez, parce que sinon, il marcherait sur les plates-bandes de son copain. Donc, c'est là où j'invite quand même tout le monde à être un petit peu prudent. Oui, il va y avoir des avancées très importantes avec Trump, je vous l'ai dit. Il y a des trucs, enfin, j'en suis convaincu, sur la liberté d'expression, sur le fait de dégager les fact-checkers, d'ouvrir les plateformes numériques, les réseaux sociaux à d'autres idées et d'arrêter avec cette idéologie imposée du wokisme. Voilà, il va y avoir des choses très positives, je le dis avec bon cœur, avec plaisir, et il n'y a pas de souci. Mais ces choses positives ne doivent pas nous faire oublier le reste. Trump est un impérialiste, comme tous les présidents américains. Donc arrêtez de bander. Quand je vois des souverainistes français ou des gens en France qui applaudissent Trump en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est super ». Mais vous croyez quoi en fait? Vous croyez quoi? On va être encore plus les prostituées des Américains. Ce qui se passe en Europe est une aubaine pour les Américains. Si demain, l'Union européenne pouvait devenir le tiers-monde, Trump aurait un sourire. Et ça, je vous le signe immédiatement. Donc,
ce qui me fait peur, c'est qu'on est en train d'applaudir à notre propre malheur. On n'a plus de cerveau pour dire, en fait, il faudrait une identité française. Il faudrait une idéologie française. Dans la mesure où Trump est une mauvaise nouvelle pour nous, en tant que Français. Mais s'exciter sur le côté de Trump va faire la chasse aux cheveux bleus aux États-Unis, grand bien face à nos amis américains. Mais ils s'en branlent, Trump, de nous. C'est ça qui m'embête. C'est ce discours où vous avez des gens qui vont se réclamer du gaullisme, qui vont dire « ouais, nous on est Français, on aime la France, on est souverainiste », et qui vont applaudir à un impérialiste notoire. Il n'y a pas de jugement moral là-dessus. L'histoire des États-Unis est comme ça. Je suis en train de lire un bouquin extraordinaire qui s'appelle American Empire de Nicolas Mirkovitch, qui est super, qui est quelqu'un qui intervient de temps en temps sur le cercle Aristote. Bon, ben voilà, l'histoire américaine est faite de cet impérialisme-là. Et aujourd'hui, on est en train d'applaudir à ce qui va nous massacrer, à ce qui va nous détruire. Et ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu d'être dans la contradiction. Et j'aimerais alerter tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis rien. Je vous donne mon avis, on papote. Hein. Juste de voir, par exemple, un Zemmour, par exemple, tu vois. Un Zemmour qui va lécher les chaussures, pour être poli, de Trump aux États-Unis, qui est tout content d'aller mettre son smoking pour espérer prendre une photo à côté de Trump. Mais rendez-vous compte de la supercherie. Ce monsieur a fait son succès avec Suicide français. Là, il est en train de remettre une balle dans le barillet. Donc Zemmour est le symbole de la supercherie de ces Français supposément patriotes, supposément amoureux de la France, de son destin et de son histoire, et qui contribuent à la flinguer encore plus. Et ça me rend taré. Ça me rend taré parce que Trump n'est pas une bonne nouvelle. Et à la limite, s'il en est une sur le côté, il va lutter contre le wokisme, lutter contre le progressisme et tout ça, oui, si vous voulez, mais ça veut dire qu'en Europe, et encore plus en France, on est devenus tellement des putes américaines qu'on n'est même plus foutu de décider par nous-mêmes. Parce que Trump a décidé qu'on arrêtait avec le wokisme, on va arrêter avec le wokisme. On n'a pas été assez fort pour se lever en amont, hein. Faut quand même le rappeler. Donc c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Après, j'ai qu'une envie, c'est de me planter et que Trump se mobilise contre l'Union européenne, qu'il arrête d'en faire un sous-marin américain qui redonne la souveraineté aux Français et à toutes les nations qui composent l'Union européenne. Alors là, je me fais tatouer le portrait de Trump sur le biceps. Je vous le dis tout de suite. Si Trump fait péter l'Union européenne avec un discours « redonnons la souveraineté aux pays de l'UE », je vous jure que je me fais tatouer le portrait sur le biceps. Vous pouvez couper cet article, enfin ce passage, je le ferai. Vraiment, je le ferai. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Mais vraiment pas une seule seconde, dans la mesure où Trump était quand même quelqu'un qui sous-entendait clairement que le projet Nord Stream 2 ne pouvait pas se faire. Et résultat, il n'y a plus de Nord Stream 2. Donc, j'ai l'impression que ma peau va rester nette sur ce qu'on peut appeler plus ou moins un biceps. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour finir sur cette petite note. On en reparlera évidemment, on aura le temps de reparler de tout ça les copains, bien évidemment. Voilà, je voulais vous partager cette petite réflexion. Les amis, on va se retrouver demain. Demain, 16h45, c'est Juste Bistrot, et 18h, la farce tranquille, c'est voilà, double raclette comme on aime, avec des cornichons, avec des patates, avec du lard de colonnata, ça c'est très bon, c'est l'Italie. Voilà les amis, je vous embrasse, merci d'avoir été là, très nombreux ce soir, vous êtes plus de 2200 là en même temps à nous regarder, c'est que du bonheur. On se retrouve demain, et demain, je vous fais pas de promesses parce qu'il y a une grosse journée, je ne sais pas si j'aurai le temps de le préparer, mais dans l'idée, j'aimerais qu'on parle des ZFE, voilà, et je vais aller un petit peu plus loin sur cette détestation des pauvres. Vous allez voir, je vais essayer de bosser ça, on fait ça demain à 16h45, et après, c'est le Juste Bistrot. C'est la farce tranquille, putain, je vais y arriver. Je vous embrasse, allez les Bleus, ce soir 21h France-Hongrie, tour principal de la Coupe du Monde de handball, on est derrière les Bleus, Nedim Remili, Elohim Prandi, on adore, on embrasse Samir Belhassem, le gardien, qui s'est fait mal, le mollet dans la boîte à gants ou la cuisse, c'est pas grave, on a un jeune là, monsieur Kiefer, le nouveau gardien, donc c'est super, vive la Alsace, hop là. Bonne soirée à tous, allez les Bleus, vive le handball, vive la rigolade, et vive la France.